que je vois, c'est c'est des voitures volantes en lévitation en fait. Donc elles ont quand même des roues pour pouvoir se poser sur le sol, mais c'est un peu comme si les roues elles se rétractaient à l'intérieur du véhicule un peu, en mode vol quoi. Et Mhm. puis que quand il y avait besoin de se poser sur le sol, elles se redéployaient. Je les vois qui se déploient d'avant en arrière comme ça en rotation. Le véhicule, je le vois, enfin, c'est un des véhicules, hein, mais j'en vois un, il est gris métallisé un peu. On voit, il y a une espèce de pare-brise, mais c'est translucide sur une bonne partie du véhicule. Il y a juste la partie arrière qui est opaque, et puis le dessous et un peu le bord sur le bas. Et tout le reste, on voit de l'intérieur, on voit vers l'extérieur. Donc c'est comme une bulle transparente, un peu pour celui qui est à l'intérieur. Et il n'y a pas possibilité de voir à l'arrière, comme tu dis que c'est opaque. Ouais, à l'arrière, c'est opaque, ben, ça correspond à peu près au dossier, si tu veux, pour le conducteur. Mais il y a pas de volant, il y a pas de, c'est complètement piloté par à la fois l'intelligence artificielle et puis les instructions cognitives. C'est-à-dire que c'est des commandes comme par télépathie. Donc la personne ou les personnes, mais c'est des véhicules, là je vois c'est des véhicules petits, il y a 2 places seulement. Elle est presque, pas tout à fait allongée, mais entre assise et allongée, un peu en diagonale comme ça. Et elle envoie ses instructions par télépathie au système, et puis ça déplace le véhicule à l'endroit demandé. Mhm. Alors ça, c'est la première chose que j'ai vue. Là, ce que je vois, je vois des portails. C'est-à-dire que je vois des véhicules qui traversent des portails. Et c'est des portails qui sont en suspension dans l'air. Là, j'en vois un. Il est vraiment très au-dessus de la surface du sol. Je sais pas, peut-être 100 mètres ou 200 mètres. Il est comme ça, en apesanteur. Et il y a des véhicules qui traversent le portail. Ça fait, quand ils traversent, ça fait comme un espèce de flash, comme si on voyait une explosion un peu. Et puis ça se referme, et puis hop, le véhicule il disparaît, puis il réapparaît à la sortie du portail de l'autre côté, quoi. Ah bah, à un autre endroit, quoi. Mhm. Et qu'est-ce qui crée ce portail? C'est le Il véhicule en est... lui-même? Non, c'est créé artificiellement la civilisation. Là, c'est une civilisation humaine, hein, donc c'est créé artificiellement, c'est maintenu artificiellement à certains endroits. En fait, ça remplace, pour simplifier, ça remplace les autoroutes de notre monde actuel, c'est-à-dire que euh, la circulation, on va dire dans la campagne, c'est encore du vol, euh, c'est un vol local, on se déplace comme ça. Et puis, si on veut faire une longue distance, et ben là, on va prendre un portail. Donc, il y a des endroits, à plusieurs endroits, il y a des portails. C'est exprès pour se déplacer brutalement d'un endroit à un autre de façon instantanée. Donc tu dis que c'est l'espèce humaine qui a créé ces portails? Ouais, c'est l'espèce humaine qui maîtrise la création de portails comme ça. Ça remplace les autoroutes. Et comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ah, eux, alors ça, j'ai demandé. C'est une bonne question. Euh, donc il y a un réseau entier de portails sur toute la Terre, hein, qui Mhm. sont situés à différents endroits. Ils sont programmés, ils sont reliés à un ordinateur central entre guillemets, hein, qui est situé il est situé sur comment dire, en orbite. Bon, alors géostationnaire, j'en sais rien, mais enfin c'est en orbite autour de la Mhm. Terre. Il y en a pas qu'un, il y en a 3 ou 4 qui sont répartis autour de la Terre, euh, et ils gèrent entre guillemets un parc de portails. Non seulement ils les gèrent, mais en plus ils les maintiennent. C'est-à-dire que ils peuvent ils peuvent créer et ouvrir et fermer des portails et les programmer pour qu'ils envoient euh,
de tel endroit à tel endroit, et puis ils peuvent changer la programmation. Le même portail, après être programmé, il peut renvoyer à un autre endroit de la Terre par rapport à ce qu'il était au départ. Donc c'est une programmation à distance des portails. Comment ça marche? Alors, il y a des projections, c'est presque comme un hologramme en fait. C'est des projections, ouais, c'est ce qui ressemble plus à un hologramme. C'est-à-dire que l'hologramme, lui, il va matérialiser un certain nombre de fréquences dans une zone de l'espace. Et en fait, le portail, ça correspond à un changement fréquentiel, un passage d'une zone fréquentielle à une autre zone fréquentielle, un raccourci entre ces deux fréquences. Donc, par la projection holographique, ces ordinateurs-là, alors c'est une projection avec à la base les émissions les émissions d'ondes, elles sont scalaires, elles sont faites par des cristaux, un système de réseau cristallin, et elles sont concentrées et projetées à certains endroits, les endroits où on veut créer artificiellement un portail. Et il y a toute la programmation dans cet hologramme de la fréquence de départ et la fréquence d'arrivée et la variation fréquentielle locale entre le point d'arrivée et le point de sortie du portail. Tout est codé et transformé en hologramme et projeté localement avec un réseau cristallin sur une zone de l'espace bien précise qui correspond à l'entrée ou la sortie du portail. Et ça peut être reprogrammé à n'importe quand, parce que en fait, pour reprogrammer, il suffit simplement de changer la fréquence d'arrivée ou la fréquence d'entrée pour le portail, et ça va envoyer la destination du portail va changer en fonction de la fréquence. D'accord. Quand tu parles d'hologramme, pour moi, un hologramme, c'est quelque chose qui, entre guillemets, n'existe pas réellement, c'est une illusion. L'hologramme, ça peut générer une illusion d'optique, mais ça correspond à une concentration de fréquences dans le domaine visible de lumière. Hein. C'est des interférences constructives au niveau des ondes lumineuses qui créent l'illusion d'une forme visuelle. Et en fait, le procédé holographique, c'est de concentrer des énergies de façon constructive qui se rajoutent au lieu de se détruire les unes les autres. Et ce processus-là, il peut être utilisé pas seulement dans les ondes de la lumière visible, mais aussi dans d'autres ondes, y compris les ondes scalaires. Donc les ondes scalaires, elles permettent en fait, de connecter n'importe quelle zone de l'éther à n'importe quelle autre zone de l'éther, puisqu'en fait, le monde matériel n'est que un reflet de l'éther, en fait. C'est de l'éther, mais à basse fréquence. Donc en fait, c'est quand même de l'éther aussi, mais qui vibre bas. Et donc, comme dans l'éther, en fait, il suffit de concentrer des ondes scalaires pour modifier l'environnement, les fréquences de l'environnement. Donc là, c'est ce qui est fait localement pour créer des portails. Et tu vois donc ça à l'échelle planétaire? Oui, là, parce que c'est un réseau planétaire, en fait, et du coup, en fait, par exemple, prenons le cas où le portail il est en France, par exemple, et puis que la personne, elle veut aller en Chine, et ben, elle va aller, il va y avoir un portail qui va l'emmener de la France vers la Chine. Elle n'a pas besoin de prendre un vol. Donc ça remplace à la fois les vols moyens et long courriers et les autoroutes, parce que c'est comme si c'était un aéroport, mais sans avion et avec que des portails d'entrée. On dit dans les aéroports les portails d'enregistrement, mais là c'est les portails d'entrée en fait, et on rentre et puis dans le portail, puis hop, on arrive directement à destination.
D'accord. Et tu vois que tout le monde a le droit d'utiliser ces portails? En Ou fait, alors, il y a ce que je vois, c'est qu'il y a un réseau de portails publics qui sont ouverts à tout le monde. Mais, je vois quand même qu'il y a des portails qui sont beaucoup moins nombreux, mais qui sont à accès restreint. Ils sont plus pour des distances beaucoup plus importantes et c'est plutôt des portails pour quitter la Terre, pour pas rester. C'est des portails qui emmènent plutôt vers une autre planète ou, ouais, c'est pas des portails, intraterrestres, c'est des portails interplanétaires. C'est ceux-là, ils sont plus d'accès limité parce que il y a des histoires de, comment dire? Bah, c'est un peu comme pour nous quand on change de pays, on demande un visa pour pouvoir avoir l'accord d'aller dans le pays. Donc il faut demander une autorisation. Et là, en fait, on peut transférer cette analogie à l'échelle planétaire. C'est-à-dire que, a priori, tant qu'on reste sur la planète Terre, on n'a pas besoin d'autorisation. Mais si on veut aller sur une autre planète avec une autre civilisation, il faut que ça soit accepté. C'est pas automatiquement accepté. Et du coup, là, il peut y avoir des restrictions mmh, pour des raisons, on va dire, exopolitiques. exopolitique, il y a pas, des raisons aussi au niveau de biologique de transmettre certains virus d'une planète à une autre, des trucs comme Oui, ça? ça en fait partie des enfin, Ouais. tout ça, c'est Mmh. dans exopolitique, ça inclut aussi ces aspects-là, oui, oui. C'est, tout ce qui est, hem, ben, oui, protection, de chaque planète, de chaque écosystème, et cetera. Ça inclut dedans, ouais. C'est une exopolitique au sens large, heu, c'est beaucoup Mmh. plus large que le transfert de la politique à l'échelle, intergalactique. C'est une politique plus large qui intègre beaucoup d'aspects éthiques, y compris le respect de la vie, le respect des êtres humains, heu, les aspects, de respect du libre arbitre, et cetera. Enfin, c'est une politique vraiment au sens large. Et qu'est-ce qui va faire qu'une personne va pouvoir passer et une autre non? Bah, il y a plein de choses qui peuvent interférer. Par exemple, si, la personne elle a un comportement, qui est considéré, par la planète, d'accueil comme, pas acceptable pour elle, ben, elle va pas donner l'accord. C'est c'est on peut vraiment transférer, enfin, il y a une histoire de respect de chaque, civilisation, en fait. On peut pas rentrer comme ça, sans minimum montrer que, il y a pas d'hostilité, qu'il y a pas de comportement potentiellement à risque pour la société d'accueil. Mmh. Donc c'est parce que même si on regarde notre, là, c'est notre, humanité sur notre ligne de temps actuelle, bien sûr, l'humanité au niveau, spirituel et éthique, elle est bien plus avancée déjà qu'elle n'est, dans l'époque où, de 2024, l'époque, voilà. Mais, ça ne veut pas dire que, tous les êtres humains, sont blancs comme neige, quoi. Il y a encore, comment dire? Une minorité de personnes, Oui, une minorité de certaines personnes qui ont des comportements qui sont pas, très, très, très respectueux des autres ou, qui sont centrés sur leur intérêt à eux et puis, ils se fichent pas mal heu, de ce qui se passe pour les autres. Donc, il y a il y a encore, quand même, heu, une protection, pour le passage sur d'autres planètes ou avec d'autres civilisations. C'est pas forcément, la carte blanche, hein. Ça dépend, ça dépend. mmh. Puis c'est pas toutes les planètes. Il y a des planètes qui sont plus, il y en a qui sont, on va dire qui sont pas trop regardantes, qui vont laisser l'accès facilement, voire ils s'en fichent, enfin ils laissent faire. Et puis il y en a d'autres qui vont être un peu plus,
ils vont entre guillemets se protéger davantage parce que pour eux c'est plus risqué qu'il y ait des êtres humains qui soient comment dire entre guillemets toxiques pour eux. Ça dépend du niveau d'évolution aussi de la planète d'accueil et de l'écart vibratoire qu'il y a entre la planète d'accueil et puis la Terre. Comment ils peuvent déterminer ça? Parce que, j'imagine qu'ils sont pas fichés, enfin les gens, on va En dire fait, il y a les systèmes, il y a des systèmes de scan qui peuvent être faits. Ça scanne les corps subtils, ça scanne un peu le niveau vibratoire de la personne, ça scanne plein de choses en fait. Et en fait, la personne, elle passe simplement un scan, un peu comme quand on est dans un aéroport, on va passer au rayon X là pour voir si on se balade pas avec des trucs qui sont pas voilà. Et ben là c'est un peu ça. Avant d'autoriser l'accord de passer le portail pour aller vers la planète en question, la personne elle passe à travers une espèce de scan. Et puis en fonction du résultat du scan, qui communiqué à la planète d'accueil, ils donnent leur accord ou pas. Mmh. D'accord. Et ça, c'est, tous les véhicules un petit peu volants qui peuvent, traverser ces portails? Là, j'ai vu que des espèces de voitures volantes pour l'instant, Ouais. parce qu'en fait, il y en a plusieurs sortes. Il y a les petits que j'ai vus, les petits portails là, qui sont pour ces véhicules-là, et qui sont plus, on les voit vraiment. Alors, ils sont pas loin de la surface terrestre, quoi. Ils sont répartis, enfin, ils sont pas tous à la même hauteur en altitude, mais il y en a qui sont à genre 100 mètres de hauteur, d'autres qui sont plus près du sol, d'autres qui sont un peu plus éloignés du sol. Mais pour l'essentiel, ceux-là, c'est des portails euh, la majorité, c'est des portails qui sont intraterrestres, c'est-à-dire qu'ils relient un endroit de la Terre à un autre endroit de la Terre. Ceux qui sont interplanétaires, ils sont un peu plus en altitude, ils sont un peu plus au-dessus en général. Ces portails-là, ils sont quand même accessibles aux véhicules individuels, là, ces petites voitures. Mmh. Et après, il y a encore d'autres portails qui sont d'une autre catégorie et qui sont beaucoup plus grands. Et ceux-là, ils sont plus carrément dans l'espace, soit en orbite dans l'espace terrestre, soit carrément dans le vide spatial. Et ça, c'est des gros portails où il peut y avoir des très gros vaisseaux qui le traversent. Euh, Mmh. Ceux-là, il y en a pas beaucoup, mais ils sont gros. Et c'est souvent, en plus, c'est c'est pas vraiment un seul portail, c'est comme un espèce d'amalgame de plusieurs portails. C'est-à-dire que c'est euh, c'est la différence entre une prise et puis une multiprise, quoi. C'est-à-dire que là, c'est comme un réseau. Euh, Il y a une porte d'entrée et c'est comme s'il y avait plusieurs sorties possibles. Mmh. Donc, alors pour comment choisir, comment ça se fait le choix là, c'est pas évident. J'ai du mal à voir comment le vaisseau il arrive à choisir une destination parmi les différentes possibles. On me dit que c'est une histoire aussi de vitesse d'entrée dans le portail. Il y a une histoire d'inclinaison aussi. C'est lié à l'aspect, à la gravité. L'énergie, la gravité, c'est une énergie, et en fonction de l'énergie de la gravité du vaisseau, c'est-à-dire c'est aussi sa vitesse et, euh, et l'inclinaison par rapport à l'entrée dans le portail, qui a une certaine densité spécifique, eh bien c'est comme si cette combinaison de sa masse, son orientation par rapport au portail et sa vitesse, ça génère comme une programmation en termes de fréquence de ce système-là.
et cette programmation-là définit quelle est la destination, en fait. Un peu compliqué, mais Ouais, c'est ce que je constate. donc mais il y a des gros portails comme ça qui sont créés, alors soit ils sont artificiels, soit ils sont naturels. Et ceux qui sont utilisés, c'est des portails, quand ils sont naturels, c'est des portails qui sont stables. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont instables, et donc ceux-là, ils ne sont pas utilisés. Mais ceux qui sont stables, ils sont utilisés fréquemment pour faire traverser des longues distances par certains vaisseaux. Là, des vaisseaux humains, on me dit que oui, il y a des vaisseaux humains qui les utilisent. Après, les technologies existent aussi. L'être humain, là, à l'époque où je vois, il en est qu'au début de développer des technologies enfin, ils arrivent déjà à le faire. C'est-à-dire que, ouais, ils ont le choix. Soit ils utilisent des portails qui sont naturels, soit ils créent le portail artificiellement, c'est-à-dire qu'il va être créé autour du vaisseau, et puis le vaisseau, en fait, il va se téléporter à un autre endroit de l'espace. Mmh. Ça dépend. Il y a les deux options sont possibles, en fait. Il n'y a pas les mêmes contraintes technologiques dans les deux cas, forcément, mais tout est possible. Ces deux options sont possibles, et je vois qu'on montre que les deux sont pratiqués, en fait. D'accord, et on est en quelle année là, Alors, environ? ça me dit entre 2500 et 3000. D'accord. OK. Est-ce que tu vois d'autres véhicules à part des vaisseaux et des véhicules entre guillemets «individuels» pour se déplacer? Ce que je vois, c'est que il y a une certaine catégorie de la population qui n'utilise pas de vaisseau ni de véhicule, parce qu'en fait, ils ont développé spirituellement leur capacité à se téléporter eux-mêmes. D'accord. Mmh. Comme une forme de télékinésie, c'est-à-dire que la télékinésie, c'est un aspect restrictif de la télékinésie, c'est l'esprit qui fait bouger la matière. Bon. Mais en fait, la télékinésie, ça va plus loin que ça. C'est l'esprit qui peut modifier la structure fréquentielle, par exemple, d'un corps. Et comme ça peut modifier la structure fréquentielle d'un corps, eh bien, ça peut en fait projeter le corps à un autre endroit, puisque ça change sa fréquence. Aussi bien à un autre endroit qu'à une autre époque. Puisque, en fait, euh, quand il y a des changements fréquentiels comme ça correspond à la fois à un espace et à un temps donné. Pour simplifier, là, on n'a parlé que de déplacement dans l'espace. Mais en fait, le principe est exactement le même, que ce soit des portails naturels ou artificiels. C'est la projection à un autre endroit, c'est aussi potentiellement à une autre époque. Il n'y a pas de La technologie, c'est la même. C'est le principe de changement de fréquentiel au niveau des ondes scalaires. C'est juste ça, entre guillemets. Et donc ça peut être fait soit de façon artificielle, avec des portails de diverses sortes, soit de façon naturelle, par de la télékinésie, entre guillemets, euh, qui peut être le fruit d'un développement spirituel, d'un travail de développement spirituel au niveau individuel. Et là, je vois qu'il y a des êtres humains qui sont capables de le faire. Ils se téléportent rien qu'avec la pensée. Ça intègre leur corps physique, hein, la téléportation. Euh, et ils peuvent se projeter là où ils veulent. Et bon, encore une fois, ils peuvent pas, ils peuvent pas aller se projeter sur une autre planète sans demander l'accord, sans se faire entre guillemets scanner d'abord.
parce que il faut respecter les civilisations et si elles donnent l'accord, c'est OK. Si elles donnent pas l'accord, il est hors de question d'aller sur place sans demander l'accord, quoi. Ça serait entre guillemets de l'immigration illégale. Mais voilà. Donc c'est faisable avec du développement spirituel suffisamment avancé, d'arriver à ne plus avoir besoin d'un appareil artificiel pour se déplacer même à très longue distance et voir dans le temps. Et comment ils font pour pas se tromper dans le temps? Si Alors quelqu'un veut là, se déplacer de la France à la Chine, ça peut être fait instantanément, j'ai envie de dire, mais comment oui, ils vont faire pour ça c'est une question assez délicate en fait, parce que c'est une question assez délicate. C'est justement peut-être ce qui est le plus délicat de ce système de projection, c'est de bien atterrir au bon moment, entre guillemets. calibrer. Voilà. Alors on me dit qu'il y a des projections qui sont plus, entre guillemets, plus risquées en termes de décalage temporel que d'autres. J'ai essayé de savoir pourquoi. Ça dépend aussi de la... Quand c'est une projection naturelle, c'est-à-dire quand c'est un être humain, par exemple, qui veut se projeter, euh, plus il y a une instabilité, par exemple, émotionnelle de la personne, et plus c'est risqué de faire ce genre de choses. Parce que cette instabilité émotionnelle, ça correspond aussi à une instabilité fréquentielle, et du coup, c'est un peu comme si... par exemple, on veut cueillir une fleur au bord de la route. Et dans un premier cas, on marche lentement, calmement. On peut s'approcher de la fleur, on peut l'accueillir facilement et c'est pas compliqué. Dans un deuxième cas, on est par exemple sur des patins à roulettes, on est instable, on a tendance à gigoter de partout. Puis là, c'est vraiment plus difficile de cueillir la fleur. Euh, Ça veut dire que si on est dans un état très instable, c'est beaucoup plus difficile d'atteindre l'objectif de façon précise. Donc, tout ce qui est projection naturelle, de façon sans utiliser d'artifice D'appareil qui le. d'appareil, ça nécessite une très grande entre guillemets maîtrise de soi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la personne elle ait une stabilité à la fois mentale, énergétique, dans son corps énergétique, dans son corps émotionnel, dans tous ses corps subtils. Il faut vraiment qu'elle soit hyper ancrée et hyper stable. Si c'est pas le cas, il vaut mieux pas le faire. Ça peut être dangereux parce qu'elle peut un peu atterrir un peu n'importe où. Et quand c'est des systèmes artificiels, alors les systèmes artificiels, eux, ils sont programmables de façon assez précise au niveau des fréquences d'entrée et de sortie. Donc là, le risque, il est beaucoup moindre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque. En fait, le risque vient pas forcément du système, de la machine qui permet de faire la programmation. Le risque, c'est le choix de la fréquence d'arrivée. C'est-à-dire que pour que ça corresponde à un lieu et à une époque donnée, ça correspond à un paysage, entre guillemets, fréquentiel, un ensemble de fréquences. Et c'est ce paysage qui doit être bien choisi. Si on se trompe de paysage, c'est pas la machine qui est responsable. Elle va juste, elle, programmer sur le paysage qu'on a demandé.
Mais le problème, c'est est-ce qu'on a bien choisi le paysage? Et des fois, il peut y avoir des erreurs de paysage, entre guillemets, c'est-à-dire que on croit qu'on est arrivé à l'époque X, et puis en fait, on n'est pas arrivé à la même époque. Alors, pour choisir le paysage, il faut connaître exactement les fréquences qui correspondent à telle époque. Mais ça, c'est pas forcément évident parce que c'est plus facile à identifier si on reste sur la planète Terre, parce qu'il y a des sur la Terre, il y a des marqueurs temporels qui permettent de nous aider à bien identifier à quelle époque on est, par exemple. Je vais donner un exemple. Si on regarde le centre de Paris et puis qu'on ne voit pas la Tour Eiffel, on sait forcément que on n'est pas en l'an 2000. On est avant, bien avant, même avant 1900. Donc, c'est un marqueur temporel. On a plein de marqueurs temporels quand on est dans un environnement familier, parce qu'on sait qu'à telle époque, ça s'est mis en place et ça a disparu, etc. Donc c'est relativement facile de trouver le bon paysage quand on est dans un environnement entre guillemets familier, mais plus on est dans un environnement qui est inconnu, et moins on a de marqueurs de référence, et plus le risque de se planter temporellement est élevé. Mmh. Et comment ça se fait qu'il y a, entre guillemets, «jamais eu d'erreur de leur part», pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui? De Parce qu'on quel, n'a de- jamais on n'a jamais relaté d'événements particuliers, de vaisseau qui apparaît comme ça dans l'air, d'un petit véhicule, enfin, tu vois ce que je veux dire? Heu, qui s'est trompé de période, qui est arrivé dans nos années à nous et qui finalement, repart, parce qu'ils sont visibles. Si ils passent le portail, ils arrivent ici, dans cette période-là, on n'a Pas jamais forcément, relaté. ils sont pas forcément visibles parce que en fait, leur niveau vibratoire, euh, même s'ils ont calé leur arrivée qui correspond à l'environnement vibratoire de la Terre à telle époque. À telle Mmh. époque, Mmh. par exemple, leur corps, il vibre toujours au même niveau vibratoire qu'il vibrait avant de passer le portail. Mmh. Donc, si leur corps, il vibre à une fréquence qui ne correspond pas à la fréquence de la matière visible pour l'être humain, ils ne vont pas être visibles. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu il y a eu plein de cas comme ça, c'est arrivé plein de fois, Plein de et fois que qui des fois ils sont apparus, ils étaient visibles, mais bon, ils sont apparus en plein milieu d'une forêt ou dans un endroit où il y avait personne, ou en pleine nuit, et personne qui les ont vus. Bon bah ils sont pas restés, quoi, c'est tout, hein. Mais c'est arrivé des erreurs comme ça, il y en a eu plein. mmh. D'accord. Bon, on se repenchera sur le sujet des marqueurs temporels et des choses comme ça une prochaine fois. On va retourner sur le sujet principal des véhicules et peut-être poser la question de comment ils marchent ces véhicules? Parce que tu dis qu'ils volent, mais ils volent de quelle manière? C'est quoi leur Alors ils n'ont pas tous les mêmes modes de propulsion. mmh, Il y a une chose qui est quasiment systématique, c'est qu'ils ont tous un système d'antigravité. Donc ça réduit l'énergie nécessaire à la propulsion, puisque déjà c'est que une fois que l'antigravité elle est mise en place, c'est que des plumes, hein. Enfin c'est déjà ça, ça, ça reste en suspens dans l'air, ça bouge pas, mais il y a beaucoup moins besoin d'énergie pour déplacer un véhicule qui est déjà dont la gravité est déjà supprimée, qu'un véhicule qui est toujours sous la dépendance de la gravité naturelle de la Terre. Donc mmh, la plupart, tous les véhicules en tout cas qui se baladent sur la Terre là, ils ont tous un système antigravité. Ça c'est la première chose. Après, pour la propulsion, euh, je vois une propulsion, ça me parle de plasma. Hum, alors il y en a plusieurs sortes de propulsion. Il y a des propulsions, mais ça crée une espèce de plasma. C'est-à-dire que ça chauffe et la matière est chauffée à un niveau où en fait il n'y a plus d'atomes. Euh, c'est des noyaux et des électrons
mélangé, quoi. Il n'y a plus d'atomes, de structure atomique, c'est du plasma. Ça chauffe. C'est à très haute température, c'est lumineux, et souvent c'est bleu parce que c'est la couleur de l'oxygène, hein, de l'air, qui est transformé en plasma, qui donne cette couleur bleue. Et il y a des systèmes d'énergie libre. C'est un peu basé sur le système des antennes de Tesla, hein, d'aller chercher de l'énergie libre quelque part dans l'éther et de la transformer en énergie thermique. Ça produit une chaleur très très grande et ça crée du plasma. Donc ça transforme la matière ordinaire en plasma puisque ça chauffe à très haute température. Et en fait, ce plasma, c'est quelque chose de très instable. Et donc quand il se refroidit, ça fait un peu comme une explosion en fait. Et ça a un effet propulseur. Et donc en fait, à la base, c'est de l'énergie libre qui est transformée en plasma pour produire de la propulsion. Et la plupart des véhicules fonctionnent comme ça. En fait, ce qu'on me dit, c'est que pour tous les petits déplacements, c'est essentiellement ce mode de propulsion. Et qu'ensuite, pour les grands déplacements de longue distance, soit la plupart du temps, c'est des portails, soit c'est de la téléportation artificielle avec des portails artificiels, par exemple pour des gros vaisseaux, etc. Donc en gros, il y a ces deux techniques. D'accord. Et ce système de propulsion, là, pour les petits véhicules, il n'y a pas de risque particulier d'explosion, je ne sais pas quoi? Pas plus que quand on est avec un véhicule à explosion Oui. de notre époque, D'accord. qui est une explosion contrôlée, hein, il faut le Oui, c'est rappeler. vrai. Hein. Et bon, quand ça se passe mal, on voit bien ce que ça donne, une voiture qui explose. Bon, là, c'est pas plus dangereux. Hein. Limite, c'est même plus sécure parce que il y a une maîtrise technologique beaucoup plus avancée. Donc, c'est une explosion contrôlée, mais elle n'est pas plus dangereuse, plutôt moins que les véhicules qu'on a à notre époque. D'accord. Et est-ce que tu vois d'autres types de véhicules à part ces petits véhicules et les gros vaisseaux? Alors oui, je vois des trucs, des espèces de... C'est comme des trains souterrains. Ça traverse les océans, ça traverse les continents. Mmh. C'est comme des espèces de métro hyper rapides. Il y en a plein. Ça permet de transporter une grande quantité de personnes en très peu de temps à très longue distance. D'accord. Mais en fait, c'est combiné avec des portails. C'est-à-dire qu'il y a aussi des portails souterrains. Et c'est en fait les déplacements vraiment avec cette espèce de train souterrain, même si c'est super rapide par rapport au train qu'on a à notre époque, c'est juste pour les petites distances, entre guillemets, c'est-à-dire moins de 1000 km à peu près, pour donner une idée. Et quand c'est des déplacements plus longue distance, il y a des portails. Et D'accord. ces espèces de trains se séparent on pourrait dire des wagons, c'est comme des petites capsules. Et la capsule est envoyée vers un autre tunnel du réseau. Et dans ce tunnel-là, il va y avoir un portail. Et paf, il va traverser le portail. Il va arriver à un autre endroit, dans un autre tunnel, un autre beaucoup plus loin. Mmh. Et puis après, les wagons, si par exemple il y a plusieurs wagons qui viennent de plusieurs endroits de la Terre différents, et qu'ils ont besoin de faire encore un peu de déplacement, par exemple 500 km localement dans la zone d'arrivée, ils vont se remettre ensemble les wagons comme un nouveau train, et puis hop, ils vont faire les derniers 500 km de façon hyper rapide quand même par rapport à ce qu'on a comme train,
actuellement. Et voilà, en gros. D'accord. Et de quelle manière ils se déplacent? Est-ce que ça ressemble aux trains, par exemple, les nouveaux trains qu'on peut avoir en Chine, là, les trains maglev? Je sais pas si tu as déjà entendu parler? C'est c'est basé encore sur le système de l'antigravité. Il y a pas besoin de, ça n'a rien à voir avec la sustentation magnétique, hein. D'accord. C'est plus avancé que ça. Mmh. C'est le principe de l'antigravité. Sauf que le train, il est dans une espèce de tunnel, quoi, en sustentation antigravité. Mmh. Et puis ensuite, il y a un système de propulsion, et ce que je vois, c'est que c'est encore le même système de propulsion Mmh. qui a été décrit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est de la propulsion plasmique basée sur de l'énergie libre. D'accord, donc il y a plus, dans ces années-là, il y a plus de technologie comme nous on peut avoir maintenant? Non, Pourquoi pas? c'est dépassé, quoi. Mmh. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres gros véhicules comme ça pour, des déplacements de population et que ces trains? Mmh. Sur la surface terrestre, je vois Ouais. rien d'autre. Après, il y a les grandes. Dans l'espace, il y a des vaisseaux gigantesques, hein, qui sont presque de la taille d'une planète, hein. Eux, ils ont des déplacements spécifiques parce que c'est tellement énorme que ça passe pas dans des portails naturels, c'est trop gros. Ou il y a très peu de portails naturels par lesquels ils peuvent passer. Mmh. Et D'accord. donc là, dans ces cas-là, soit c'est du déplacement standard avec de la propulsion comme c'est indiqué plasmique là, pour des petits déplacements. Mais si c'est pour des gros déplacements, ces espèces de biosphères là, ou de, de vaisseaux géants là, ouais, il crée un portail gigantesque tout autour du, du vaisseau. Mais c'est compliqué parce que c'est plus compliqué que les portails qui sont créés sur des petits vaisseaux, parce qu'il faut que ça soit stable sur une grande distance. Ça demande une technologie plus avancée euh, de, pour avoir une stabilité du champ fréquentiel sur une très grande distance qui Ouais. englobe tout le vaisseau. Donc c'est des portails artificiels, mais haute technologie. OK. Et ça, c'est l'espèce humaine qui est capable de faire ça? L'espèce humaine a accès à ça parce qu'en fait, elle a on lui a donné l'accès à des technologies lorsqu'elle a été en contact avec d'autres êtres qui étaient technologiquement beaucoup plus avancés qu'elle. Donc en fait, elle a récupéré ces technologies et puis elle se les est appropriées, en fait. Mmh. Elle a fait un bond technologique monumental. Mmh. C'est en quelle période qu'elle a fait ce bond? Ben, entre l'époque actuelle, c'est-à-dire 2020 et poussière, et puis les 3-4 siècles qui viennent, là. Mmh. Surtout avec beaucoup d'interactions avec des êtres qui ont des connaissances technologiques très avancées. Mmh. Donc en fait, c'est un peu comme de l'instruction en accéléré, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux demander s'il y a un dernier message par rapport à ces véhicules à nous transmettre? Une dernière information. Ben, ça parle d'intelligence artificielle. Euh, à partir du moment où la société évolue vers une société plus spirituelle, l'intelligence artificielle est forcément utilisée de façon plus spirituelle, et il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Parce que Mmh. tous ces véhicules-là vont être pilotés de façon. Il n'y aura plus de pilote manuel, c'est que de l'intelligence artificielle qui va piloter tout ça. D'accord, donc de manière bienveillante. Voilà, Mmh. avec insufflé par une société spirituelle. Mmh. OK.